Madame, Monsieur, bonsoir. Le nouveau modèle économique, vous vous en souvenez très certainement, c'était le leitmotiv d'Harry Chalus durant la campagne récente des régionales. On est en droit aujourd'hui de demander donc au nouveau président de région et à son équipe si cela va au-delà du slogan de campagne et si l'action qui y est ou qui sera engagée va dans ce sens. Et précisément, celui qui en a la charge, en principe, c'est notre invité ce soir, Olivier Servat. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Icard, bonsoir aux Vous, téléspectateurs d'Alizé Guadeloupe. vous êtes le vice-président, un des vice-présidents du Conseil régional, mais vous êtes surtout le président de la Commission du développement économique. Alors, pour ne rien oublier, développement économique, octroi de mer, on en parlera, de l'innovation et de la recherche. Comment concevez-vous aujourd'hui cette nouvelle mission? Eh bien, c'est vrai que la responsabilité que m'a confiée tout d'abord le président Chalus, mais grâce à la Guadeloupe tout entière, qu'on remercie aujourd'hui lors de ces élections régionales, c'est de m'occuper notamment avec l'équipe du développement économique, de l'octroi de mer et de la recherche et de l'innovation. Donc trois points importants, je dirais, du cœur de compétences de la région, notamment élargi avec la loi NOTRe. Alors, on conçoit cela comment? Il s'agit d'être opérationnel, d'être concret, d'être efficace et d'apporter rapidement des réponses aux questions que se posent les entrepreneurs. Ça, c'est pour la partie développement économique. C'est une vraie obsession, les entrepreneurs. Vous les avez d'ailleurs un peu, on va dire, bien soigné en consacrant une plénière à l'octroi de mer. On va en parler. Mais c'est d'abord aux entrepreneurs que vous pensez en tant que vice-président de la région et président de la commission du développement économique? Ah oui, en tant que responsable de la commission du développement économique avec l'équipe, il s'agit... La race de l'entrepreneur, c'est une race particulière. Quelqu'un qui consacre toute son énergie, souvent ses économies aussi, qu'il réclame auprès de ses parents, sa famille, ses proches, pour se lancer dans une activité qui est de fait incertaine, parce qu'on ne maîtrise pas l'avenir, c'est une personne courageuse. Et cette personne courageuse... C'est le discours d'Olivier Macron, ça. Oui, mais Olivier Macron... Les chefs d'entreprise souffrent plus que les salariés. Nous ne sommes pas là pour opposer telle catégorie à l'autre, mais Olivier Macron a une vision intéressante sur ce qu'on doit faire pour pouvoir dynamiser le monde de l'entreprise. Parce que c'est le monde de l'entreprise qui crée de l'emploi, M. Icard. Souvent, on a tendance à l'oublier aujourd'hui. En Guadeloupe ou dans les autres DOM, il y a un taux d'emploi des fonctionnaires, et celui qui vous parle est aussi professeur agrégé, donc fonctionnaire, donc je suis à l'aise pour en parler, bien plus supérieur ici en Guadeloupe qu'à la métropole. Donc il s'agit aujourd'hui de constater que les collectivités territoriales, l'État ou la fonction publique hospitalière ne pourra plus vraiment embaucher de façon supplémentaire des fonctionnaires. Donc, les gisements d'emploi, et quand on a 70 000 chômeurs aujourd'hui en Guadeloupe, et notamment 60% de jeunes au chômage, on est effectivement tout à fait intéressé à permettre aux chefs d'entreprise de s'exprimer, de pouvoir s'envoler et de bénéficier rapidement de l'accompagnement de la région sur tous les dispositifs. C'est l'un des trois pans de cette commission. On parlera sûrement des deux autres pans. Octroi de mer, innovation, recherche tout à l'heure. Alors, l'octroi de mer, vous y avez consacré une plénière extraordinaire ou spéciale, comme on veut. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pourquoi ça n'a pas été considéré comme une question faisant partie d'un grand ensemble? Oui, c'est une question importante. Il faut qu'on puisse faire l'historique de cela. Que s'est-il passé? La loi française oblige, par le biais de l'Europe, à revoir la réglementation sur l'octroi de mer régulièrement. C'est quoi l'octroi de mer? Première question importante. Il s'agit de pouvoir protéger la production locale. Comment? En appliquant des taux d'imposition, des taux de douane, à des produits importés. Prenons l'exemple d'un tuyau de PVC. Il se pourrait qu'il y ait une entreprise guadeloupéenne qui produise des tuyaux de PVC. Et donc, comme ici les coûts salariaux sont parfois importants, il y a la double insularité, il y a des coûts de transport, il se pourrait que le coût de fabrication de ce tuyau de PVC local soit plus important qu'un tuyau de PVC fabriqué en France, en Allemagne. Pourquoi? Parce que les coûts sur la métropole sont moins importants parce qu'il y a des économies d'échelle. Donc il s'agissait de taxer les tuyaux de PVC à un niveau tel
qu'ils puissent avoir le même prix que les tuyaux de PVC produits localement. Et ainsi, ça permet de favoriser la production locale, protéger le producteur de tuyaux de PVC et lui permettre de protéger l'emploi. Sauf que... L'équipe Lurel disait ça, mais vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi une plénière extraordinaire là-dessus? Mais il faut expliquer les choses, j'y arrive. L'équipe Lurel a traité cela, et je le dis sans polémique, de façon tout à fait légère et désinvolte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la loi est sortie depuis avril. Il s'agissait de mettre en application les taux au plus tard au 31 décembre 2015. La Martinique a mis cela en place en juin, la Réunion a mis ça en place en août, et la Guadeloupe, l'ancienne équipe, au lieu de consulter les instances consultatives telles que le CESR, Communauté économique sociale régionale, telles que les instances culturelles, au lieu de consulter les socioprofessionnels, c'est-à-dire ceux qui sont au contact de cet octroi de mer, c'est-à-dire les MPI, moyenne et petite industrie, le MEDEF, la CGPME, la FTPE, eh bien, ils n'ont consulté personne et ils ont pris en catimini une décision extrêmement dangereuse pour l'économie guadeloupéenne fin novembre 2015 en commission permanente, c'est-à-dire même pas en plénière. Et figurez-vous, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé, augmenté les taux d'octroi de mer à leur maximum. Quel était le problème? Eh bien, ça conduisait, par exemple, sur le bouclier prix négocié avec LKP en 2009, où on a des produits protégés pour la production locale, ça conduisait à augmenter ces prix du bouclier prix, donc à augmenter le coût de la vie aujourd'hui en Guadeloupe. C'était irresponsable. Donc vous allez tout revoir, tout baisser. Et donc, nous avons dû corriger cela parce que ça conduisait à ce qu'il y ait des risques inflationnistes. Vous n'avez pas encore fait, vous prévoyez de le faire. J'y arrive, M. Icard, je vais vous bien tout expliquer. Et donc, on a constaté qu'à fin décembre, ils avaient pris une décision qui était complètement inadaptée. Il n'y a pas de consultation des instances, je dirais, décisionnelles concernant cette affaire-là. Eh bien, je prends le cas du tuyau de PVC. Pourquoi? À dessein, ils ont poussé les taux d'octroi de mer sur les tuyaux de PVC importés à leur maximum. Ils les ont passés de 10 à 30%, soi-disant pour protéger la production locale de tuyaux de PVC. Sauf en Guadeloupe, il y avait un seul producteur de tuyaux de PVC et celui-ci a arrêté son activité depuis. Donc ça n'avait pas de sens de pouvoir taxer les tuyaux de PVC à l'importation parce que ça renchérit le coût du BTP, ça renchérit le coût de la vie chère de la construction des maisons, alors qu'en face, il n'y a aucune production locale à protéger. Et c'est ainsi que nous devions, en urgence, parce qu'il y avait des conséquences très graves sur l'économie, pouvoir convoquer une plénière, je dirais, pour faire cela. Et pourquoi nous ne l'avons pas fait en commission permanente? Parce qu'il faut savoir que les délais administratifs pour convoquer une plénière d'urgence, c'est 1 jour, alors que la commission permanente, c'est 8 jours. Donc il fallait effectivement stopper cette mauvaise décision. Et nous avons entamé, c'est la méthode du président Chalus, une phase de concertation pendant les 3 mois à venir. Et quotidienement, nous sommes en échange avec les instances patronales. Vous n'avez pas répondu à ma question. Tous les taux seront revus à la baisse? Mais si vous écoutiez ma réponse, j'étais en train de vous dire que là, nous avons entamé une phase de concertation des pouvoirs décisionnels, le MEDEF, MPI. Mais ce n'est pas eux qui décident, je demande aux politiques. Mais vous ne m'apprenez rien, M. Icard. C'est bien nous qui allons décider en définitive, mais nous sommes dans la concertation. On ne décidera jamais urbit et torbi sans consulter ceux qui sont au cœur de la décision. Et donc, je vous disais que pendant les 3 mois à venir, nous allons pouvoir consulter les instances pour pouvoir à chaque fois choisir les taux les plus adaptés. Par exemple, nous sommes sur une problématique des œufs réfrigérés. Quelle est cette problématique-là? Il faut savoir que sur les œufs réfrigérés, c'est interdit partout ailleurs qu'en Guadeloupe. Et aujourd'hui, les taux d'octroi de mer méritent d'être étudiés pour protéger la production locale d'œufs locaux, parce que les œufs réfrigérés sont mauvais pour la santé, et aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment bien taxés. Donc oui, nous allons prendre une phase de réflexion. Nous n'allons pas pousser la réflexion pour pousser au maximum tous les taux. Nous allons faire au cas par cas sur les 12 800 références en bonne intelligence avec les acteurs. On a entendu ces chiffres-là durant la plénière. Est-ce que vous tenez le même discours que tous les autres acteurs politiques de ce dossier-là en particulier? Vous avez parlé de protéger la production locale, mais c'est une ressource énorme aussi pour les collectivités locales. Est-ce que vous tenez compte de ça? Nécessairement. Donc, pendant les 3 mois. Alors, le juste milieu entre l'intérêt
des chefs d'entreprise et ceux des collectivités, les communes en particulier. Vous avez oublié un autre intérêt, c'est l'intérêt des importateurs. Vous avez pu me le dire, qu'il y a un intérêt entre les producteurs locaux. J'avais regroupé dans les chefs d'entreprise les importateurs aussi. Bref. Donc il y a effectivement trois intérêts qui pourraient paraître divergents. Il y a l'intérêt des producteurs locaux, c'est l'esprit même de la loi. Il y a l'intérêt des importateurs qui, eux, veulent effectivement importer au moindre coût pour pouvoir vendre leurs produits au moindre coût. Et puis, il y a la collectivité régionale, mais surtout les communes qui bénéficient de 70% des ressources de l'octroi de mer, parce qu'il faut savoir que l'octroi de mer, c'est 250 millions d'euros, mais 170 millions pour les communes. Et donc, il y a un intérêt budgétaire. Donc, il s'agira, et c'est notre responsabilité au final, de pouvoir concilier ces différents intérêts. Je dois vous dire que je suis très content aujourd'hui de constater que des intérêts a priori contradictoires, c'est-à-dire les MPI, petites et moyennes industries qui produisent des producteurs locaux, et de l'autre côté, le MEDEF, le FTPE, CGPME qui sont aussi des importateurs, arrivent à se parler, arrivent à se comprendre dans l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Ce qui guidera notre décision finale, c'est l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Ou l'association des maires s'exprimer là-dessus. Eh bien, il faut savoir que nous avons créé une commission ad hoc, octroi de mer, et dans cette commission ad hoc, il y aura les représentants, parce que ça n'avait pas été le cas, des instances consultatives, et y compris l'association des maires. Ils seront là. Donc vous allez tenir compte de leur avis. Absolument. On va voir un sujet d'actualité qui va certainement vous concerner. Il s'agit du microcrédit. Oui, très bien. Et cette semaine, il y a eu notamment au Rézé un fameux village du microcrédit. Il s'agit d'aider de jeunes créateurs. Afin de valoriser le savoir-faire des chefs d'entreprise accompagnés par la ville des Abîmes et l'ADI, un village de créateurs a été mis en place ce jeudi. Alors, sur le territoire de la ville des Abîmes, il y a un grand nombre de porteurs de projets, un grand nombre d'entreprises, essentiellement des TPE. Donc aujourd'hui, depuis environ 2-3 ans, le maire renforce son action sur le territoire, donc au niveau des chefs d'entreprise et des créateurs de projets. Donc il s'agit pour nous de les accompagner, de les informer, de les orienter sur comment financer, comment créer, comment développer leur activité. Pâtissière depuis plus de 20 ans, Micheline est de retour sur sa terre natale depuis 2014. Elle a contacté l'ADI pour mener à bien son nouveau projet professionnel. Finalement, un dossier de financement a été mis en place pour l'obtention de 2 chambres froides. Et là, en ce moment, je suis en train de terminer mon labo, qui j'espère ouvrira normalement, si tout se passe bien, en septembre 2016. Alors, par la suite, je vais pouvoir donner des ateliers, c'est-à-dire des cours pour enfants, jeunes adolescents, parce qu'il y a beaucoup de talents, comme on dit en Guadeloupe. Et par la suite, je voudrais faire un salon de thé qui proposera aussi bien des pâtisseries françaises que des pâtisseries issues de la transformation de nos produits locaux. Et ensuite, développer un espace beaucoup plus large où je pourrais accueillir des intervenants étrangers qui seraient amenés à venir donner aussi des cours ici, en Guadeloupe. L'ADI accompagne les porteurs de projets tout au long de leur création d'entreprise. Ce village des créateurs témoigne donc du travail effectué par la structure et permet aussi au grand public d'y avoir accès. Cette année, on s'est dit pourquoi pas donner la parole à nos clients, parce que qui mieux qu'un client peut témoigner de l'accompagnement et du financement qu'il a bénéficié par le biais de l'ADI. Donc avec le soutien de nos créateurs, nous avons décidé d'organiser ce village afin de vraiment montrer plus que bien au-delà des beaux discours ce que l'ADI est en mesure de faire. Nous avons commencé à 9h. Dès 9h, nous avons reçu 5 clients qui étaient en demande d'informations, de conseils sur le financement. Donc je pense que c'est une activité qui est complètement pérenne. Je pense que ce dispositif, ce concept en tout cas, sera très intéressant. Et pour l'ADI, évidemment, pour la ville des Abîmes et pour les personnes qui sont en demande d'insertion professionnelle. Des bijoux aux produits pour cheveux naturels ou encore de l'artisanat. Ce village de créateurs réunit tous les corps de métier ayant bénéficié de microcrédits pour leur création d'entreprise. Alors, ça concerne de tout petits projets, on va dire. Hein. Quand vous êtes arrivé à la région, vous avez constaté qu'il y a une multiplicité d'aides à la création d'emplois. Est-ce que vous allez faire un peu le ménage là-dedans Alors, le ménage, ça n'est peut-être pas le terme tout à fait adapté, mais en tout cas, l'ADI fait un travail très intéressant
pas que l'ADI, il y a aussi Initiative Guadeloupe, il y a aussi Guadeloupe Expansion, il y a la Sagipar, il y a maintenant la SEM patrimoniale, et tout ceci coordonné par la région, font un travail intéressant. L'ADI, en fait, la Guadeloupe, le tissu guadeloupéen, c'est quoi ? C'est 95% d'entreprises de moins de 5 salariés. Donc cet outil, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, fonctionne très bien. Et d'ailleurs, la région a contractualisé avec l'ADI pour pouvoir faciliter et intensifier l'aide aux petits porteurs de projets. De quoi s'agit-il là ? Il s'agit en fait de pouvoir renforcer les fonds propres des porteurs de projets. Parce que parfois, ils ont un projet intéressant qui fait, allez, ici, il fait 100 000 euros. La région peut leur donner 40 000 euros. Après eux, et je le dis à tous les porteurs de projets, à tous les entrepreneurs, il est nécessaire que quand vous venez avec un projet, vous ayez, vous, au minimum 20% du montant du projet pour qu'on puisse commencer à discuter, pour que vous soyez crédible. Allez voir vos parents, votre famille, vos amis, pour qu'ils vous ayez ces 20%. Donc, la région apporte 40%. Vous avez 20%, il manque à peu près donc 40%. Eh bien, l'ADI peut donner 10% en termes de prêt d'honneur ou en termes d'accompagnement. Et ensuite, la banque, elle, sera en mesure de donner 30%. Et nous avons des projets dans cette commission de développement économique de pouvoir encourager les banques. On ne va pas les stigmatiser. Les banques sont ce qu'elles sont. Elles sont des entreprises Vous avez privées. peu de pouvoir pour les convaincre. Si, on en aura. Je vais vous dire comment, monsieur Icard. Aujourd'hui, la banque dit... Ce porteur de projet, je n'ai pas confiance, je ne sais pas s'il va me rembourser. Et d'ailleurs, les taux de sinistre en Guadeloupe sont 2 fois supérieurs, enfin dans les DOM sont 2 fois supérieurs à la métropole. Donc il faut pouvoir rassurer la banque. Comment va-t-on faire ? Eh bien, je vais proposer, puisque ce que je vous dis là, puisque j'ai été nommé président de la commission il n'y a même pas une semaine, il y a une semaine tout juste. Eh bien, ce que je vais proposer à la commission et au président Chalus, et bref, à la commission permanente, c'est de dire qu'il s'agit de créer un fonds de garantie. Ce fonds de garantie aura pour objet de dire à la banque, nous avons confiance en ce projet, nous l'avons déjà financé en subvention, mais en plus, on va garantir le montant du prêt que vous allez accorder. Là, la banque sera rassurée, elle pourra prêter parce qu'elle saura qu'en cas de coup dur, la banque pourra se retourner vers la région. Donc, on aura ce pouvoir d'encourager les banques à prêter. Ce n'est pas quelque chose que vous allez décider comme ça, par un coup de baguette magique, d'avoir ou pas confiance en un projet. Il faudra mettre des structures en place pour les vérifier, pour les analyser. Absolument. J'ai rencontré, moi, les fonctionnaires de la région qui s'occupent du développement économique. Ce sont des personnes, des fonctionnaires très compétentes et très compétents qui sont impliqués dans leur domaine d'activité. Donc, dans l'instruction des dossiers, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon, renforcer un certain nombre de moyens dans les structures et dans l'organisation des services, parce que parfois, avec l'arrivée des fonds européens dont on a la charge maintenant, il y a des compétences nouvelles que l'on doit assumer et il faut des ressources humaines pour ça. Donc oui, l'étude du dossier se fera sérieusement. Il y aura une confiance ou non dans le projet, notamment par le biais des 20% que le porteur de projet va apporter. Et souvent, ce qui manque, c'est cette banque qui hésite. Eh bien, on va l'encourager avec ce fonds de garantie que l'on va proposer de mettre en place. Hormis l'octroi de mer, autre dossier sur lequel votre président a fait du oui en allant à Marie-Galante, c'est les fameux CDDT. C2DT, pardon. Pourquoi a-t-il dit à Marie-Galante qu'il n'y avait pas un centime d'euro de prévu pour financer les C2DT ? Eh bien, parce qu'il a dit la vérité. Vous connaissez le franc-parler de notre président Harry Chalus. Tout d'abord, la réalité, c'est qu'il y a une continuité de service public. Les CDDT, c'est quoi ? Ce sont des engagements de la région vis-à-vis de collectivités communales, des communes. Vous saviez que vous n'auriez pas trouvé de l'argent préalable, parce que c'était pas des crédits de paiement. Vous le saviez, ça ? Non, vous savez, durant la campagne, il a été annoncé un prêt de 125 millions d'euros. Vous l'avez suivi comment ? Vous êtes un observateur averti pour financer ces CDDT. Savez-vous, M. Icard, que ces 125 millions d'euros ont servi plutôt à payer les engagements actuels que de mettre le moindre euro sur les CDDT. Nous ne sommes pas là pour polémiquer sur le passé. Pour nous, c'est du passé. Enfin, il faut dire la vérité aux Guadeloupéens qui vous ont élu. C'est ce qu'on fait. Une chose est sûre, il s'agit d'accompagner les municipalités. Mais il faut mettre les choses dans le bon ordre. Je vous prends un exemple. Imaginons que la région se soit engagée avec une collectivité pour mettre en place un équipement sportif, avec une mairie.
Et imaginez que la compétence sportive a été transférée à une communauté d'agglomération. Ça n'a pas de sens de s'engager avec la commune. Il faudrait s'engager avec la communauté d'agglomération. Alors j'imagine que durant l'année 2015, il a fallu aller signer des contrats avec des collectivités municipales pour le fun, pour l'image. Mais on n'est pas là pour le fun ni pour l'image, on est là pour travailler sérieusement. Donc il s'agira sûrement de reconsidérer, de reconfigurer ces CDDT comme a dit le président, notamment réunir tous les maires. Nécessairement, il faudra revoir tous les fameux C2DT qui ont été annoncés par Victorien Lurel. Il faudra donc pouvoir... Sauf celui de Memao qui n'a pas vu le jour. Il faudra donc pouvoir effectivement rencontrer l'ensemble des chefs d'édilité pour leur expliquer la situation, les rassurer en leur disant que nous avons la volonté de faire avec l'ensemble des municipalités. Par exemple, il y a des travaux d'intérêt régionaux, des tirs qui ont été identifiés pour certains travaux dans certaines collectivités très ciblées politiquement. Il s'agit que chaque collectivité puisse bénéficier de ces travaux d'intérêt généraux. Et pour les CDDT plus particulièrement, il s'agira de faire cela dans le bon ordre, et y compris dans le bon ordre juridique. Savez-vous que les services de la région, le directeur général des services, le directeur financier, ont dit haut et fort qu'ils n'ont jamais été consultés, ni les services juridiques, pour mettre en place ces CDDT? Nous ne sommes pas là pour travailler à la légère. On va travailler sérieusement. On fera les projets une fois que les financements seront identifiés et avec la collectivité idoine. Si la compétence est une compétence intercommunale, ce sera avec la communauté d'agglomération. Un mot relativement bref sur Marie-Galante. Manifestement, vous avez un intérêt, quand je dis vous, à travers le président, un intérêt particulier pour cette grande dépendance, comme on l'appelle, ainsi que le Nord Grande Terre. Concrètement, qu'est-ce que vous allez y injecter, y impulser à Marie-Galante, plus qu'ailleurs? Puisque le président a déclaré que c'était une région abandonnée. Oui, le constat pour Marie-Galante. Il y a 25 ans, les Marie-Galantais étaient 25 000 habitants. Aujourd'hui, ils ne sont que 11 000. C'est une sorte de saignée, une exode rural effrayante. Il faut arrêter cela. Et Marie-Galante a pourtant des atouts. La côte de Capesterre, même de Saint-Louis et de Grandbourg, c'est l'une des plus belles au monde. Ça a été classé par National Geographic ainsi. Et aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire que Marie-Galante se déverse, se vide de sa population alors qu'elle a des potentialités énormes. Pourquoi? Nous avons affaire à des terres plates, mécanisables, fertiles et non polluées par le chlordécone. C'est extraordinaire. Dans le Nord Grande Terre, nous avons affaire à des terres plates, fertiles, mécanisables, non polluées. Il faudrait, dans la mesure où les Marie-Galantais et les personnes du Nord Grande Terre soient d'accord, qu'elles redeviennent, comme elles l'ont été auparavant, comme Marie-Galante l'a été, le grenier alimentaire de la Guadeloupe, parce qu'il s'agit de s'autosuffire alimentairement. Donc Marie-Galante a un double potentiel extraordinaire, l'agriculture et le tourisme. Et le président Chalus, et avec d'autres, il y a une antenne régionale à Marie-Galante. Régulièrement, il faudra que les élus puissent se rendre sur place pour pouvoir écouter au plus près les Marie-Galantais. La question de l'eau agricole à Marie-Galante, c'est vous qui allez résoudre ce problème-là? Eh bien, la question de l'eau, plus généralement, doit être traitée sérieusement, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ce qui s'est fait pendant 50 ans sur l'eau. À Marie-Galante, mais comme ailleurs, comme le Nord Grande Terre, comme partout en Guadeloupe. Alors, on va venir à un troisième point de l'actualité, puisque vous parlez de l'eau. Il y a eu une affaire d'abord judiciaire, en tout cas le dernier épisode de l'affaire de l'eau. C'est la partie judiciaire entre Lucette Michaud-Chevry et Laurent Bernier, ou entre le SIAG et la communauté du Grand Sud Basse-Terre. Le SIAG réclame de l'argent pour le paiement de sa fourniture en eau, ce que contestait jusqu'à ce jour Lucette Michaud-Chevry. Le tribunal administratif a donné raison à Laurent Bernier. C'était en septembre dernier, en pleine réunion de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. Lucette Michaud-Chevry sortait de ses gonds dans un nouvel épisode de l'interminable feuilleton de l'eau. Par ses propos, la présidente de la CASBT signifiait son refus de payer les 6,9 millions réclamés par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de Guadeloupe pour la fourniture de liquide vital. Demain, on dissout la communauté d'agglo et je pars avec les captages de Goubert. Je pars avec les captages de Bouillante. Je fais n'importe quoi, les captages restent au sol. Des arguments réfutés par Laurent Bernier, le président du SIAG mettait Lucette Michaud-Chevry devant ses responsabilités.
Ah oui, mais voilà, Capester. J'ai voulu tendre la main à la présidente de la CSBT en prolongeant l'année d'avant, en 2014, une convention avec elle. Ce que le moule a accepté pour le Nord Grande Terre. Elle l'a refusé. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est à elle d'alimenter ses clients. Elle refuse de payer le SIAG. C'est elle qui refuse. Ce ne sont pas ses clients qui refusent de payer l'eau. C'est elle qui refuse de payer l'eau qui est consommée par ses propres clients. Les a-t-elle au moins facturés? Dans le prochain numéro de l'hebdomadaire Le Courrier de Guadeloupe, Lucette Michaud-Chevry crie au complot. Au seuil de sa carrière politique, l'ex-présidente de la région considère qu'on veut l'obliger à adhérer au syndicat unique de l'eau. Nul doute que l'affaire ne s'arrêtera pas là. Alors ça, c'est un aspect judiciaire qui ne concerne pas évidemment directement la région. Ce qui vous concerne en revanche, c'est le fameux syndicat unique de l'eau, puisque le président Richard Luce s'est rendu à cette fameuse réunion organisée par Laurent Bernier. C'est la seule solution pour régler la question de l'eau en Guadeloupe, c'est un syndicat unique? Bon, moi je suis très prudent sur cette affaire-là. Comme tous les acteurs manifestement de ce dossier-là. Oui, il ne faut pas se précipiter. Faisons un constat simple. Depuis 50 ans, il y avait à peu près une dizaine de régies qui géraient l'eau. Et au final, on a des canalisations qui fuient, on a des coupures d'eau, des tours d'eau. Et grosso modo, ça a mal fonctionné. Ça, c'est le constat. Je crois que personne ne peut revenir dessus. Donc, il s'agit de voir comment mieux faire les choses. On avait un opérateur, Général des Eaux, qui, pour des raisons pas claires, n'a pas pu réaliser les travaux d'amélioration du réseau. Aujourd'hui, le coût de ce machin-là, c'est 1 milliard d'euros. C'est-à-dire, c'est grosso modo 20 ans de financement européen. Je crois qu'il faut ne pas personnaliser cette affaire de l'eau. Parler de Lucette Michaud-Chevry, de Laurent Bernier, ces noms-là ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est de constater qu'aujourd'hui, il s'agit d'admettre que la ressource en eau vient plutôt de Capester-Belle-Eau, de vieux habitants, bref, de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre que préside Mme Michaud-Chevry. Et on ne peut pas nier non plus que les principaux consommateurs sont ceux des abîmes, de la Grande Terre, donc qui sont les consommateurs. Et aujourd'hui, donc, il y aurait un problème, deux problèmes en fait qu'il y a. Un problème pour dire, est-ce que Général des Eaux est la bonne entité pour pouvoir continuer à être l'opérateur? Parce que c'est ce que vous avez signé dans le fameux, c'est ce qui figure dans le fameux projet de statut du syndicat unique, et c'est ce que conteste Mme Michaud-Chevry. C'est d'ores et déjà de faire de la Générale des Eaux un interlocuteur incontournable. Mais je crois que c'est une bonne interrogation de la présidente. Il faut s'interroger sur la pertinence de cela. Il ne faut pas se précipiter. On a échoué depuis 50 ans. Donc maintenant, vous comprenez la position de Mme Michaud-Chevry? C'est ce que vous êtes en train de dire. Je dis qu'il ne faut pas se précipiter et qu'il faut effectivement être prudent dans les choix opérés et qu'il ne faut pas absolument aller vers quelque chose qui a peut-être montré ses limites auparavant. Donc il y a une question sur cet opérateur. Oui, mais dans quelles conditions? Deuxième question, la question de la gouvernance qui bloque aussi, parce que y a la personne qui possède les captages d'eau, le Sud-Basse-Terre, qui dit ce sont mes affaires, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas avoir une certaine part, moi à dire, dans la gouvernance. Et puis il y a les consommateurs qui disent oui, mais c'est nous qui consommons le plus, et donc c'est nous qui devrions décider. Il s'agit de se mettre tous et toutes autour d'une table, sereinement, de façon apaisée, pour pouvoir trouver des solutions pour la Guadeloupe. Et pour la gouvernance, c'est votre collègue Maggie Cellini, abimienne comme vous d'ailleurs. C'est elle que vous envisagez comme future présidente de ce syndicat ou pas? Quand vous dites vous parlez de qui? Vous, à la région, la majorité, l'exécutif régional. Je ne crois pas que le président Chalus se soit prononcé sur ça encore. Mais vous savez qu'elle est candidate? Non, je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Elle l'a déclaré ici même, et dans tous les médias d'ailleurs, que je dis ici même. Je crois qu'elle a fait part de sa candidature. Poussée, peut-être c'est ce qui vous dérange, poussée par Éric Jalton? Non, si vous voulez, comme je vous dis, nous ne sommes pas sur des problèmes de personnes. Le président Chalus... Mais la question va se poser d'une présidence... Mais ce sont des questions secondes, M. Icard. Il ne s'agit pas de se crisper sur qui sera le... Vous savez, il faut d'abord construire la maison.
Mais c'était une boutade quand vous disiez que vous n'étiez pas au courant. Non, sérieusement. Le président Charles ne s'est jamais prononcé sur qui que ce soit qui devrait être président du syndicat de l'eau. Je vous le confirme. Et moi, là, j'interviens, bien évidemment, en tant que vice-président de la région. Et je vous disais, et c'est important, M. Ika, en tant que journaliste, je vous le dis, avant de savoir qui va merci habiter... de me rappeler à mes devoirs de journaliste, mais ça ne m'a jamais abandonné, je vous rassure. C'est ça. Donc, je vous disais... Avant de savoir qui va habiter la maison, il faut d'abord la construire, s'assurer qu'elle ne fuit pas, qu'elle ne coule pas, et ensuite on verra qui va l'habiter. Pour l'instant, on veut déjà habiter une maison qui n'est pas construite. Construisons-la d'abord. Mais c'est ce qu'a dit d'ailleurs sur notre plateau, à peu près dans les mêmes termes, Maggie Cellini. Vous voulez qu'on parle du Zika? C'est un autre dossier qui inquiète un peu les Guadeloupéens. On a eu le sentiment que la déclaration jugée maladroite de la ministre de la Santé a arrangé un peu tous les élus guadeloupéens qui se sont précipités pour la critiquer, alors qu'on attendait un discours qui ait du sens de la part des politiques guadeloupéens avant cette déclaration. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que la déclaration de Mme Marisol Touraine, pour la nommer, ne vous a pas arrangé parce que vous étiez un peu impuissant face à ça et que vous n'aviez pas de discours là-dessus? Vous savez, M. Icard, nous sommes sur des problèmes de santé publique sérieux. Donc, vous ne me verrez jamais polémiquer entre une position des élus locaux par rapport à une ministre. Nous sommes sur des hommes et des femmes, des mères enceintes, des enfants qui sont menacés par une situation catastrophique au Brésil, inquiétante en Martinique, à la Guyane, et ça viendra en Guadeloupe. D'accord? C'est déjà en Guadeloupe, 17 cas recensés. Oui. Je vous dis qu'il y a une réunion importante hier, encore aujourd'hui, et il y a eu la vice-présidente Sylvie Gussadi-Duflo qui s'est exprimée sur ce sujet-là ce matin de façon très efficace. Hein. Nous prenons toutes et tous, quels que soient les pouvoirs locaux ou nationaux, à bras le corps cette problématique qui nous concerne tous. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que fait la région dans ce domaine-là concrètement? Concrètement, nous avons donc participé aux différentes réunions avec l'État et avec les autres collectivités. Et nous avons proposé des outils opérationnels. Vous parliez de l'octroi de mer. Eh bien, nous avons proposé dans une plénière qui aura lieu courant février de pouvoir mettre les taux d'octroi de mer à zéro concernant tous les produits qui permettront de lutter contre le Zika. Voilà une décision opérationnelle concrète que nous, pouvoirs locaux, nous pouvons prendre pour pouvoir traiter cette question-là et être main dans la main avec l'ensemble des institutions concernées. Donc vous attendez en fait que l'État vous donne les directives et pouvoir vous associer en quelque sorte avec eux. Vous n'avez pas écouté ma réponse. Je viens de vous dire le président de la nouvelle collectivité martiniquaise s'est contenté, lui, de dire on fait avec l'État. Mais oui, nous devons faire tous ensemble. On n'est pas habitué à ça. Eh bien oui, nous, c'est la méthode Chalus, on fait en concertation tous ensemble. Je viens de vous dire qu'on n'a pas attendu puisqu'on a décidé sur notre budget de pouvoir mettre à zéro les taux d'octroi de mer sur tous les produits qui permettront de lutter contre ce fléau. On va parler dans un instant des abîmes. Auparavant, je voudrais, puisqu'on a évoqué le slogan, ce qui était un slogan de campagne, fameux nouveau modèle économique, concrètement pour les Guadeloupéens aujourd'hui, parce que tout le monde n'a pas apparemment bien saisi au cours de la campagne ce que vous vouliez dire par un nouveau modèle économique. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous résumer ce que c'est? En quelques mots, non, mais je peux développer par contre. Alors, il s'agit, comme on l'a déjà fait, de dire qu'aujourd'hui, 50% de la richesse est créée par les pouvoirs publics. Mairie, collectivités régionales, collectivités départementales. 50% par le secteur privé. Concernant la richesse créée par les pouvoirs publics, il faut s'intéresser aux modalités de passation des marchés publics. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les marchés publics, imaginons qu'on injecte quand l'ancien chef de président de région disait « j'ai mis 100 millions, j'ai mis 10 millions ». Mais si d'aventure, ces millions sont obtenus par des entreprises multinationales qui ne vivent pas en Guadeloupe, qui n'ont pas les salariés en Guadeloupe, qui ne dépensent pas en Guadeloupe, on investit dans un panier percé et en réalité, l'argent part ailleurs et on ne bénéficie pas de cette richesse. Il s'agit de sédentariser la richesse en permettant le plus possible l'obtention des marchés par les entreprises locales. Ça, c'est pour la partie publique. Concernant la partie privée, eh bien, il s'agit
de mettre en place, de répondre rapidement aux chefs d'entreprise, parce que le temps administratif n'est pas le temps de l'entrepreneur. Le temps du fonctionnaire n'est pas le temps de l'entrepreneur qui ne peut pas attendre. Il s'agira de mettre en place un fonds de garantie, je l'ai développé tout à l'heure, pour encourager les banques à pouvoir financer des projets qui sont intéressants. Et il s'agira aussi de mettre en place un fonds de préfinancement des projets subventionnés. Alors, vous devriez du moins préciser que ce ne serait pas le premier fonds de garantie que la région, celle-là, celle de Guadeloupe, et d'autres créeront. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, il y a la BPI, la Banque publique d'investissement, qui, avec la région, a un fonds. Mais ce fonds-là, il est trop rikiki, si vous me permettez cette expression. Il est trop faible pour pouvoir... Il est consommé avant même qu'il ne soit... l'année ait commencé. Donc, il s'agit d'avoir un fonds sérieux, consistant, qui permette de garantir sérieusement un certain nombre de projets. Aujourd'hui, le fonds, il est trop faible. Et donc, deuxième fonds, le fonds de préfinancement des projets subventionnés, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, la région dit, je vous accorde 40 sur un projet de 100. Sauf qu'elle vous dit souvent, oui, mais vous devez d'abord dépenser les 100 pour que je puisse vous verser les 40. Or, le porteur de projet n'a pas 40 à dépenser. La banque ne lui a pas prêté 40, la banque lui a prêté un peu moins. Et donc, il s'agira d'avoir un fonds de préfinancement pour permettre au porteur de projet de toucher la subvention sous contrôle. Vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agira de contrôler tout cela, de toucher la subvention pour pouvoir réaliser les investissements et permettre au projet de se développer. Voilà le nouveau modèle économique. C'est du concret, on n'est pas dans du verbiage, on est dans du concret, dans l'opérationnel. Et puis, je vais vous dire, à tous ceux qui parlent pour ne rien dire. Et donc, je vous disais, il y a aussi le monde associatif. Le monde associatif, c'est quoi ? C'est un monde extrêmement dynamique. C'est un monde qui, aujourd'hui, crée à peu près 10 à 15% de la richesse guadeloupéenne, et c'est un monde qu'on délaisse. Nous avons la volonté, je vais le proposer au président, de pouvoir mettre dans cette délibération cadre de la région, le pouvoir permettre aux associations qui ont une activité économique, qui créent de l'emploi ou une activité économique, de pouvoir bénéficier aussi de fonds européens, de fonds régionaux, pour permettre à un secteur très dynamique de pouvoir s'émanciper. Je n'avais pas prévu de vous poser une question là-dessus, mais vous savez que les associations dont vous parlez, notamment dans le domaine de l'insertion, ont beaucoup de difficultés. Et il y en a une actuellement dont on devrait entendre parler. Alors, évidemment, c'était l'ancienne région, vous me direz. Vous allez vous pencher sur ce dossier-là également. Vous avez référence à qui ? On la citera ultérieurement, probablement. Bon, et bien, en tout cas, on se penchera. Profil, si vous voulez, son nom, ça ne vous dit rien. C'est une association située où ? Pourquoi vous me posez des questions ? C'est moi qui les pose ici. Bon, puisqu'on n'a pas d'informations, en tout cas, on se posera la question sur toute situation où l'emploi est menacé. On va parler des sargasses avec leur impact sur l'économie. On sera toujours dans le domaine économique avec cette enquête diligentée, cette étude diligentée par la CCI. C'est quelques principes avec Karine Gelman. Fermeture d'établissements, marins-pêcheurs au port, problèmes de santé, détérioration des matériels, l'impact des sargasses sur notre quotidien est omniprésent. Une étude mandatée auprès de la Chambre de commerce et de l'industrie des îles de la Guadeloupe a établi qu'au cours du premier semestre 2015, l'impact financier est de 4 900 000 € de chiffre d'affaires pour les 424 entreprises contactées. Parmi elles, un tiers sont affectés par les sargasses, les plus touchés, les restaurants. Je peux vous dire que ça nous nuit beaucoup. Ça fait plus de 5 ans les sargasses sont là. Et puis 5 ans, personne ne nous a demandé, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Et pourtant, nous avons demandé de l'aide. Nous avons demandé à ce que nous soyons aidés parce que 80% de notre clientèle est partie. Parce que nous sommes sur un, si je ne m'abuse, sur un aire de passage où il y a la plage de Saint-Félix, la plage des Salines, la plage de Lance-Canot. Les marins-pêcheurs, eux, font face à la détérioration de leur matériel. Ça oxyde ? C'est de l'acide. C'est de l'acide, hein, ça bouffe le moteur, vous voyez pas comment ça a été. Hein. Tout ce qui est cuivre, voilà le résultat. Vous voyez comment c'est déjà abîmé ? Moins d'1 an. Donc c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Donc moi je dis, si ça a tout ça d'effet sur les pièces électriques, les pièces mécaniques, pourquoi pas sur nous ? On est humains. Pour ces derniers, l'étude a comptabilisé sur les 20 pêcheurs interrogés 22 journées de pêche perdues. De leur côté, les commerçants, les restaurateurs et les sociétés de location de bateaux de plaisance ont subi des dégradations des composants électroniques de leur appareil.
Principal point négatif de l'impact des sargasses, la fermeture temporaire de 12 restaurants, de 2 sociétés de plongée sous-marine, un gîte, un hôtel, dont 2 licenciements. Autre bémol, l'annulation des réservations dans l'hôtellerie. Cette étude a également permis de souligner que 16% des personnes enquêtées ont contracté une assurance afin de se prémunir contre les risques attachés à leur activité et que 8 chefs d'entreprise sur 10 ont déclaré n'avoir aucun contrat d'assurance. Pour l'heure, pour pallier toutes ces nuisances, un appel à projet a été lancé afin de réutiliser les sargasses à d'autres fins. Alors, je suppose que l'économiste que vous êtes s'est beaucoup intéressé aux appels à projets qui ont été décidés, qui ont été lancés dans ce domaine-là. Est-ce que c'est maintenant, il faut se dire, comme a dit un peu sur ce même plateau Harry Durimel, les sargasses, c'est presque une chance, même s'il y a eu ces impacts négatifs, c'est presque une chance pour la Guadeloupe. On va pouvoir utiliser ça, et les valoriser et en faire autre chose. Est-ce que vous êtes dans cette réflexion-là, vous? Oui, tout à fait. Vous faites référence au 3e point de ma mission, recherche et innovation. D'ailleurs, on pourrait s'interroger à savoir qu'est-ce que recherche et innovation fait dans la commission de développement économique alors qu'elle était avant dans la commission enseignement supérieur. Eh bien, nous avons voulu donner un signal fort au monde universitaire en disant qu'on compte sur eux, on compte sur vous, universitaires, chercheurs, laboratoires de recherche, pour avoir une politique d'innovation parce qu'il y a 3 pans qui font la croissance économique. Il y a la croissance démographique, mais on sait que les hommes et les femmes guadeloupéens ne font pas suffisamment d'enfants. Il y a l'investissement productif, c'est le développement économique pur et dur dont on parle. Et puis, il y a le progrès technique schumpeterien, et où il y a des innovations de procédés, de débouchés et de matières premières. Eh bien, il s'agira, oui, de pouvoir utiliser ce 3e levier de croissance économique pour pouvoir encourager partout des projets innovants, et y compris dans le recyclage et la transformation des algues sargasses. Et nous observons que l'État avait pris des dispositions très rapides sur les algues vertes des côtes de Bretagne et que concernant les sargasses, notamment à Marie-Galante, mais ailleurs aussi à Petit-Bourg, eh bien, ça traîne. Donc il faudra que nous prenions nos responsabilités, notamment en faisant preuve d'imagination et d'innovation. Je passe du coq à l'âne, si je puis dire. Combien d'argent la région va finalement mettre dans l'organisation du premier tour de la Coupe Davis? Vous avez fait un débat là-dessus dès l'arrivée d'Harry Chalus à la tête de la région. Vous savez exactement aujourd'hui, vous pouvez du moins dire exactement ce que la région va mettre? Le coût budgété, c'est 3,2 millions et l'ancienne mandature avait estimé cela à 1,5 million. Donc, les échanges que nous avons eu avec l'État ont conduit à ce que, au final, notre engagement reste à 1,5 million, sachant que nous allons devoir mettre en place ces travaux et que l'État s'engage par la suite à mettre en place des investissements et des équipements structurants pour la Guadeloupe. Donc en clair, au final, 1,5 million. On va parler de vous, des abîmes, puisque vous êtes abîmien. Vous dirigez toujours le mouvement Éco-Zabîmes. Vous avez très vite annoncé que vous seriez candidat, quand je dis très vite, 2014 déjà, si je ne m'abuse, que vous seriez candidat aux élections législatives de 2017. Vous êtes toujours dans cette optique-là ou pas? Vous savez, M. Eka, aujourd'hui, nous venons d'être élus à la région. Je suis vice-président et je pense avoir en charge une responsabilité importante dans le cœur de métier de la région. Toute mon énergie, toute mon attention, toute ma concentration dans les 6 années... J'ai envie de dire que j'ai entendu ça, mais vous ne voulez pas répondre à ma question. Mais si vous étiez patient, j'y arrive. Donc toute mon énergie aujourd'hui est consacrée à ce que nous puissions réussir en Guadeloupe, parce que nous avons suscité un espoir extrêmement important. Jamais en Guadeloupe, une équipe n'a gagné avec un tel écart de voix. On ne peut pas se permettre d'échouer la Guadeloupe aujourd'hui, parce que si on l'échoue, ça veut dire que ceux qui nous ont fait confiance ne croiront plus entre les hommes et les femmes politiques. Donc, aujourd'hui, toute mon énergie est consacrée à réussir pour la Guadeloupe dans le cadre de mes fonctions. Donc ça veut dire que 2017 va arriver, que vous êtes désintéressé totalement des législatives. Ça n'est pas ma préoccupation d'aujourd'hui. Et si, pour répondre à votre question, si on réussit pour la Guadeloupe,
on réussira pour les abîmes et la première circonscription. Mais ça n'est pas l'autre. Vous avez dit les abîmes. J'avais posé la question sur la circonscription. Peut-être que c'est un lapsus révélateur. Non, c'est volontaire. La mairie, ça ne vous intéresse pas non plus. Vous n'y pensez pas non plus. La mairie, c'est 2020. C'est dans 4 ans, tellement de choses peuvent se passer. Réussissons pour la Guadeloupe. Et alors, en 2014, vous aviez quand même annoncé des choses. Vous vous souciez déjà de la question du cumul de mandats, si vous étiez candidat aux législatives, etc. Là, j'ai une question à vous poser. Éric Jalton a subi une campagne électorale très dure aux abîmes et qui a continué, menée par notamment un monsieur qui est policier municipal. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Vous savez, le monde politique est un monde très dur. C'est un monde public. Les affaires privées concernant la vie privée des personnes ne m'intéressent pas. Il n'y a pas été seulement question de vie privée, on a parlé de détournement de fonds, on a parlé de son implication dans un accident, c'est pourquoi il a été totalement blanchi. Mais d'une manière générale, vous n'êtes pas intéressé à cette campagne pour le moins haineuse et sale, pour employer un terme simple. Je ne souscris pas du tout à ce type de pratique. Je crois à faire de la politique de façon propre, autrement, et à défendre des idées, à défendre des projets, à défendre une capacité à travailler et à proposer pour la Guadeloupe. Et donc, toute pratique, toute démarche qui s'inscrit en dehors de cette logique-là, je n'y souscris pas. D'une manière générale, comment qualifiez-vous la majorité à laquelle vous appartenez aujourd'hui? Elle est de gauche, de droite, du centre, hors clivage politique de la Guadeloupe. C'est une majorité guadeloupéenne. C'est un peu facile, ça. Mais vous savez, M. Icard, nous sommes un petit caillou, enfin plusieurs petits cailloux. Ça n'empêche pas d'avoir des idées différentes, même sur un petit caillou. Mais nous n'avons pas dit que nous n'avons pas d'idées différentes. Nous vous disons que nous sommes une majorité guadeloupéenne, plurielle. Et nous sommes sur un petit caillou. Il ne s'agit pas de vouloir opposer un tel à un tel. Il s'agit, comme le dit le président Chalus, de travailler sérieusement et à bonne intelligence pour la Guadeloupe. Alors la question que je vais vous poser, c'est y a-t-il une idéologie qui sous-tend votre majorité? Je ne parlais pas forcément de guéguerre entre personnes. Mais vous savez, le président Chalus se dit très bien, si d'aventure... Quand vous étiez socialiste, vous considérez... Quand vous étiez socialiste, je suis toujours socialiste. Je suis toujours socialiste. Donc vous êtes toujours socialiste? Moi oui, Servat Olivier est socialiste. Donc Olivier Servat a une idéologie. Bien sûr. Et il s'accommode de sa présence au sein d'une majorité qui, elle, est très multiple. Absolument, parce que ce sont des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, et je vous le disais, si d'aventure vous êtes en panneau mamelle, c'est Harry Chalus qui le dit, ben, je ne vais pas vous demander si vous êtes de droite ou de gauche pour vous aider. Vous êtes Guadeloupéen, vous êtes en Guadeloupe, on va vous aider. Il s'agit là de travailler tous ensemble pour la Guadeloupe, que l'on soit de gauche, de droite, des verts, sans étiquette. Nous sommes des Guadeloupéens compétents, déterminés à travailler pour la Guadeloupe. Et vous avez déclaré en 2014 que vous aviez été sollicité par la droite et que vous aviez exigé de conduire la liste de la droite. Oui, à l'époque de la régionale, bien sûr. Donc un socialiste en 2014 qui exigeait d'être tête de liste de la droite. Mais non, attendez, mais la tête de liste n'est pas forcée. Si je suis tête de liste, je reste socialiste, ce sont les autres qui me suivent. Donc c'est eux qui rejoignent la gauche. C'est une manière de voir la politique. Merci Olivier Servat d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quelle va être votre tâche la plus urgente dans les médias? Eh bien là, nous avons à rencontrer les socioprofessionnels pour le domaine de l'octroi de mer. Et nous allons aussi à mettre en place, pour les entreprises en difficulté, un développement économique important. Merci encore une fois. Merci M. Icard. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec notre programme de la soirée. C'est vendredi, donc vendredi tout est permis. C'est ainsi que s'intitule ce programme. Je vous retrouve demain à 12h30 pour notre premier rendez-vous avec l'actualité régionale. J'espère que vous nous suivez assidûment, Olivier Servat. Je ferai de mon mieux. Commencez, vous serez peut-être surpris. À très bientôt, à demain donc, 12h30.